Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer une map interactive avec l'affichage de données en utilisant la fonction fetch en Vanilla.js. On va voir comment interroger un fichier JSON pour afficher ces informations et manipuler des datas en JSON. On va voir également comment faire bouger cette scroll bar sur le côté qui va nous suivre lorsqu'on bouge notre souris et qui va automatiquement s'adapter en fonction de la carte sur laquelle on se trouve. Et on voit également que c'est synchronisé avec la map sur le côté, et lorsque je scrolle sur un des monuments, ça va donc m'indiquer sur la map l'élément sur lequel je me trouve. Cette map a été réalisée grâce à l'API Mapbox, donc on va voir comment se servir de cette API, comment générer une map, comment générer des marqueurs. Tout ça en Vanilla.js. Allez, donc c'est parti, on y va. On va se créer un projet, donc je me rends au niveau de mon explorateur, donc on va se créer un dossier qu'on va appeler Airbnb. Je vais donc importer mon projet dans VS Code et je vais pouvoir ensuite créer mon index.html. À l'intérieur de ce projet, on va donc importer la structure de base. Donc ici, je vais utiliser emmet pour importer mon squelette. On va avoir besoin également d'un script. Donc ici, je vais importer mon script qui n'est pas encore créé. On va le créer de ce pas, script.js. Et donc ici, je vais juste faire un contrôle-clic. Sur Mac, c'est la touche commande. Et quand je clique à l'intérieur, il me propose de le créer puisqu'il n'existe pas. Donc ce raccourci sert à se rendre dans un fichier. Mais s'il n'existe pas, il vous propose de le créer. Donc maintenant que tout ça est mis en place, on va ici importer d'abord dans un premier temps Mapbox. Donc Mapbox, c'est une API qui, comme Google Maps, va nous offrir un service de cartographie. Donc on va se rendre sur le site de Mapbox, le lien est également en description, et vous allez atterrir sur le site de Mapbox. Donc il va falloir vous créer un compte. Une fois que votre compte est créé, vous allez vous rendre au niveau de votre compte. Une fois que vous êtes sur votre compte Mapbox, une fois que vous avez créé votre compte, moi j'ai déjà un token, mais je vais en créer un en même temps que vous. Vous avez juste au-dessus tous les types de tokens que l'on peut générer, tous les types de SDK. Donc on a un SDK du coup pour le web, iOS, Android et Unity. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est pour le web. Donc on va cliquer sur la partie web. Il va nous proposer deux solutions, soit avec le gestionnaire de package NPM, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un CDN, puisqu'on n'utilise pas Node, c'est pas un projet Node. On est, je vous le rappelle, en vanilla JavaScript. Donc on va sélectionner la partie CDN, et là, il nous propose deux liens de CDN qui vont être importés sur notre projet. Donc on va copier ça, on va se rendre sur notre application au niveau de notre code, et on va se rendre au niveau du head. À l'intérieur du head, je vais me mettre juste en dessous de mon title, et je vais coller ici mes deux liens. Alors de préférence, le JavaScript, tout ce qui est lien JS, il vaut mieux le mettre juste avant la fermeture du body. Alors vous avez un raccourci pour déplacer des lignes de code, vous restez appuyé sur Alt, touche directionnelle vers le haut ou vers le bas, et ça va vous permettre de déplacer une ligne de code. Donc moi j'ai ici j'ai mon CSS et j'ai mon script juste en dessous. Donc c'est parfait. Ensuite, je retourne sur la documentation, il me dit que je peux passer à la prochaine étape. Donc c'est ça qui est bien avec Mapbox, c'est hyper bien documenté et c'est très simple d'utilisation. On voit ici qu'il nous donne un exemple, on verra dans la documentation, il y a d'autres exemples. Donc moi je vais m'inspirer de cet exemple-là, je vais donc le copier, je me rends à l'intérieur de mon index, je colle ici le code que j'ai précédemment copié. On voit également qu'on a une partie de script, donc cette partie de script, je ne vais pas le mettre directement sur ma page. Moi ce que je vais faire, c'est que ce script là, je vais le couper, donc je vais faire un CTRL X et je vais le mettre dans mon script JS pour que ce soit plus propre. On voit qu'à l'intérieur j'ai bien mon token et j'ai une instantiation de ma map. Je vais remettre juste ça un petit peu au propre pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Et ensuite, je vais me rendre sur mon index. Je vais donc supprimer ici mon bloc script qui ne me sert plus à rien. On voit qu'à l'intérieur, on a également du style pour que la map apparaisse tout simplement. Donc ça, on va le rectifier plus tard. Et donc, normalement, si j'exécute ici mon application, donc moi, j'utilise Open Live Server. Donc, vous vous rendez dans les extensions et vous avez une extension qui s'appelle Live Server.
Donc moi j'utilise ça pour que ce soit plus pratique pour ce projet. Après je vous le déconseille de l'exécuter, en tout cas de vous en servir pour un projet Node par exemple, où vous avez un hot reload ou quoi que ce soit. Mais pour nous, notre projet Vanilla.js c'est très bien, ça va nous permettre de rafraîchir la page automatiquement dès l'instant où on sauvegarde. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous l'installez, peut-être qu'il faudra redémarrer votre éditeur de texte. Et ensuite, une fois que c'est installé, vous allez cliquer ici sur votre index.html et vous allez cliquer sur Open with Live Server. Donc je clique dessus, ça va donc m'ouvrir mon navigateur et je vois qu'ici j'ai bien la map qui apparaît de Mapbox. Donc notre map est positionnée, c'est super, mais nous ce qu'on veut c'est qu'elle soit sur la droite de notre application et qu'elle prenne toute la hauteur. Donc on va se rendre sur notre code. Alors ce qu'on va faire c'est que ce qu'il y a ici là, on va le mettre dans une feuille de style à part. Ce sera plus propre. Donc on va se faire un link. Ce link il va pointer vers un fichier CSS style.css. Ce sera notre custom style. Je vais cliquer dessus comme tout à l'heure, CTRL-clic, ça me propose de le créer. Et donc j'ai bien ici mon fichier CSS. Donc notre élément il a un identifiant map, c'est comme ça qu'on va le sélectionner. Je me rends sur mon style, je sélectionne donc avec son identifiant et je vais donc ici lui mettre une width de 50% puisqu'il va prendre la moitié de la map et une hauteur de... Alors je vais pas mettre 100% parce qu'il n'y a pas de parent. Donc si je fais ça, il n'y va pas apparaître, il aura 0 en hauteur. Moi ce que je veux c'est qu'il prenne 100% de la hauteur de ma page. Donc ici je vais mettre un 100 VH, je vais utiliser les view height et je vais dire qu'il prenne toute la hauteur de la fenêtre. Et donc ici au niveau de ma map, je vais supprimer l'attribut style. J'enregistre, je me rends sur ma page et donc je constate que mon élément est bien positionné comme je le souhaite. Alors par contre on voit qu'il y a des petites bordures sur les côtés. Je vais ici les supprimer, c'est si on regarde dans l'inspecteur d'éléments. Si on met notre curseur sur le body au niveau de l'inspecteur, je vois que effectivement j'ai bien un margin de 8 pixels qui est attribué par le user agent. Donc c'est le moteur du rendu du navigateur qui nous donne ça, ce qui fait qu'on a par défaut des marges de 8 pixels concernant le body. Donc je vais me rendre au niveau de mon code, dans mon style CSS, je vais me mettre plutôt au-dessus là, je vais faire une sélection de mon body et je vais faire un margin 0. Maintenant, je n'ai plus ce problème de marge, c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est que sur la droite ici, on veut appliquer des petites vignettes, des cards. Donc on va se rendre sur notre HTML, on va se créer un élément qui aura la classe list card. Alors, j'ai pas trop d'inspiration, on va l'appeler comme ça. Et à l'intérieur, on aura des cards. Donc, des cards qui représenteront nos éléments avec nos images, etc. Ces cards, à l'intérieur, on aura une image, un titre, etc. Pour le moment, on va juste faire des cards toutes simples avec rien à l'intérieur. Donc, des cards, on en aura plusieurs. Je vais en mettre 5 pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Je vais donc ici générer mes 5 cards et on va se rendre dans notre style CSS. Donc dans notre style CSS, on vient sélectionner notre list card. On va lui appliquer ici un width de 50% également. On va venir sélectionner nos cards. Voilà. Et ces cards-là, on va leur attribuer un width de 100%. Ça va prendre 100% de la taille du parent. Et le parent, c'est list card. Et lui, c'est 50% de la taille de la fenêtre. Et on va leur attribuer une height. Je vais mettre ici, pour l'exemple, 300 pixels pour voir ce que ça donne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner nos cards. On va venir sélectionner les NTH Child Pair. Et ensuite, hop, on va leur appliquer un background color. Alors, je vais prendre un background color qui soit bien visible. On va faire la même chose avec les impairs et on va leur attribuer un autre background color. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus foncé. Maintenant que j'ai ça, je vais me rendre sur mon application et je constate que j'ai bien mes cards qui s'affichent sur la gauche, les unes en dessous des autres. On voit que notre map n'est plus présente et effectivement, si on se rend sur notre inspecteur d'éléments, on constate que on a bien notre map qui est toujours ici, sauf qu'on a notre list card qui est par-dessus. Si je supprime mon list card, je vois que ma map réapparaît. Donc je vais réactualiser pour annuler les changements que j'ai fait dans l'inspecteur d'éléments. Et ce qu'il va falloir faire, c'est aligner nos deux éléments pour qu'ils soient les uns à côté des autres. Donc je vais venir sélectionner le parent, qui est donc ici le body. On aurait pu créer un container parent, mais là on va pas s'embêter, on va rester sur le body.
et on va lui appliquer un displayFlex. Ce qui fait que mes deux éléments s'alignent. Donc je vous invite à aller dans la description pour voir la documentation sur les Flexbox qui est très bien faite. Enfin, il y en a plusieurs qui existent. En tout cas, moi je vous recommande celle-là. Entre parenthèses, il y a également un site qui existe, FlexFroggy, qui est assez sympa pour apprendre les Flexbox. Donc je vous le recommande, je le mettrai également dans la description. Mais sinon, si vous tapez Flexbox sur Google, il y a plusieurs documentations et moi je vous recommande celle-là. Concernant les Flexbox, avec les nouvelles mises à jour de Google Chrome, on a ici la possibilité d'avoir les options de positionnement que vous retrouvez donc dans la documentation avec les Flexbox. Donc, ce qui est assez pratique. Par exemple, pour notre Flex Direction, donc par défaut, nous, il nous le met en row, mais on aurait pu très bien le mettre en colonne si on le veut, et on se retrouve avec notre map juste en dessous. Nous, on le veut en row, donc on va le laisser comme ça, mais c'est assez pratique d'avoir ces outils-là. Au passage, on constate que notre map sur le côté, quand on scrolle vers le bas, notre map scroll en même temps. Donc nous, on voudrait qu'elle soit fixe, puisque quand on va sur le site de Airbnb, c'est ce qui se passe, on peut scroller sur le côté, mais la map à droite est fixe. Donc on va plutôt la mettre en position, on va lui mettre une position fixe, ce qui permettra de reproduire ce comportement-là. Donc on va se rendre sur notre CSS, on va venir sélectionner notre map, et on va lui attribuer une position fixe. Entre parenthèses, sur notre body, on lui avait dit de mettre en place un display flex. Bon là, c'est plus d'actualité vu que nous, on va lui mettre en position fixe. Je retourne sur la map, je vois qu'il se positionne juste là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit sur la droite. Donc, on va faire un right 0. Et quand je me rends sur ma page, je vois que ça s'aligne bien sur la droite. Donc, c'est parfait. Et quand je scrolle vers le bas, on voit qu'il n'y a que ici que ça scrolle et pas au niveau de la map. Au passage, on voit que quand on scrolle sur le côté, on a notre scroll bar là qui suit notre scroll. Donc ça, nous, on n'en veut pas. On va le supprimer pour que ce soit un petit peu plus esthétique. On va donc ici venir sélectionner notre scroll bar. Donc WebKit-scroll bar. Et donc ici, on va faire un display note. Je vois que quand je réactualise, la map ne se met pas au bon endroit, donc c'est tout simplement que sur ma map, j'ai mis un right 0. Alors peut-être qu'à certains, ça ne le fait pas, mais en tout cas, moi, ça le fait. On va rajouter donc un top 0 pour qu'elle se cale bien au-dessus et donc qu'elle ne bouge pas. Donc là, si je réactualise, j'ai bien ma map qui se met au bon endroit. Et j'ai toujours mon scroll sur le côté, je n'ai plus ma scroll bar, on est pas mal. On va s'intéresser maintenant à l'affichage des données, puisque dans nos cards, on va afficher une image, un titre, etc. Donc, ces données sont contenues dans un fichier items.json. Ce fichier, je vous l'ai transmis dans la description, je vous invite donc à le télécharger et il contient un fichier contenant un objet JSON. Les liens sont un peu longs, bon, c'est pas grave, ça c'est parce que c'est des images prises sur Google. Libre à vous après de vous l'approprier et de changer les images. Donc pour récupérer les informations de ce fichier JSON, je vais utiliser la fonction fetch qui va aller interroger items.json. Une fois que j'ai renseigné ici le chemin vers mon fichier, je vais donc ici faire appel à un callback qui va me renvoyer la réponse de ma requête et je vais renvoyer cette réponse. Alors ici, on peut voir certaines documentations où on peut le faire de cette manière-là, pourquoi pas, et ensuite retourner une réponse. On pourrait imaginer ici faire un console.log de ma réponse. Une fois que j'ai reçu ma réponse, que je l'ai débuguée, je vais ici la retourner. Alors déjà, on va voir ce que ça nous donne au niveau de notre console. Ici, je me rends sur mon application, je réactualise, et vous voyez que j'ai bien ma réponse qui m'est retournée. Je vais donc retourner cette réponse au format JSON. Donc je vais prendre ma réponse, je la retourne au format JSON, mais pour ça, il faut que je lui mette les return devant. Et je vais donc pouvoir la récupérer dans mon second callback. Et ici, on va faire un console.log de ma réponse. J'enregistre, je me rends sur mon application et je constate que j'ai bien effectivement mes datas qui sont disponibles dans mon deuxième console.log. Donc sur mon premier callback, étant donné que mon console.log, je n'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Étant donné également que ici, je fais un simple return, j'ai pas besoin de mettre mes accolades et de mettre le mot-clé return. Ce que je peux faire, c'est le mettre sur une seule ligne. Donc je vais supprimer mes accolades, je vais supprimer le return
et ça revient exactement au même. Et maintenant, on voit que ça fonctionne toujours bien. Donc à partir du moment où vous souhaitez mettre sur plusieurs lignes, vous allez effectivement utiliser les accolades. Et si vous souhaitez retourner des valeurs, vous allez être obligé d'utiliser le return. Mais sinon, c'est pas obligatoire si vous avez uniquement un return à mettre. Donc une fois que j'ai récupéré mes données, il va falloir que je manipule mes données en JSON pour les insérer au niveau de mon DOM HTML. Pour l'instant, c'est contenu dans ma variable ici qui m'est retournée response. Donc d'ailleurs, on l'a appelé res pour response, mais ici, on peut pourquoi pas l'appeler data, par exemple. Data ou bien encore items, dans notre cas, pour que ce soit plus compréhensible. Maintenant, je vais devoir parcourir chacun de mes items, puisque pour chaque item à l'intérieur de mon objet JSON, je vais créer ici à chaque fois une carte. Donc pour parcourir chacun de mes items, je vais utiliser le point map et pour chaque élément trouvé à l'intérieur, je vais donc stocker ça dans un objet qui s'appelle item et on va faire un console.log de item. Je me rends sur mon code, je vois que ça me ressort bien à chaque fois mes items. Donc, je vais pouvoir supprimer mon premier console.log. Et ici, pour chaque élément, on va donc se créer un élément card à l'intérieur de notre liste card. Donc déjà, on va sélectionner notre liste card. Alors pour sélectionner notre liste card, on va faire un document, et d'ailleurs on va le stocker dans une variable, let list card est égal à document.getElément. Alors, on pourrait le sélectionner avec son identifiant. Bon, là, il n'en a pas. Avec son class name, mais ça va nous renvoyer un tableau. Bon, là, le plus simple, c'est de faire un query selector. Donc ici, on va faire un query selector. Le query selector qui va nous permettre ici, mettre en place un sélecteur comme pour un sélecteur CSS. Si c'est une classe, on met un point. Si c'est un identifiant, on met ici un hashtag. Et ça nous renvoie qu'un seul élément. D'accord ? Tandis que si j'utilise, et on va le voir, on va faire la différence entre les deux. Donc là, je vais mettre list card. On n'a qu'à mettre query select. Voilà. Et donc là, on va le sélectionner de cette manière-là. Donc on l'a appelé list card. Hop. Je vais faire également une autre sélection list card. Et là, je vais faire by class. Et ici, je vais donc mettre un getElément by class name. On va voir la différence entre les deux. Je vais faire un console.log. Donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez pourquoi pas passer cette partie. Hop. Et je vais donc ici débugger mes deux éléments. Voilà. D'accord. Je vais donc me rendre au niveau de mon application et je vois que à chaque fois, bon là, je suis dans le point map, donc c'est pas l'idéal, j'aurais dû faire ça à l'extérieur, mais c'est pas grave. À la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'extraire du point map, voilà, de notre boucle. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Et donc, je me rends au niveau de ma page et je vois que mon query selector me retourne mon élément HTML, donc c'est nickel, je vais pouvoir le manipuler. Par contre, mon getElément by class name, il me renvoie un HTML collection. Même s'il n'y a qu'un seul élément, il va quand même me renvoyer une collection. Ça veut dire que je serai obligé d'utiliser un point map ou bien encore de faire une sélection comme pour un tableau en sélectionnant l'index concerné. Et là, je vois que ça me renvoie bien mon item. Donc, c'est pas l'idéal. En tout cas, dans notre cas, c'est pas nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le query selector. Je supprime tout ça. J'ai bien mon élément qui est retourné. C'est super. Je vais donc, au niveau de mon point map, prendre mon élément. À la rigueur, on va juste l'appeler list card. Ce sera plus pratique. Et je vais venir à l'intérieur. On va faire un point inner HTML. On va utiliser ici le signe backtit. C'est Alt GR7. Et sur Mac, c'est le signe qui est à côté de la touche entrée. Ça va nous permettre de concaténer très facilement. Et ici, on va se créer à chaque fois une div qui aura la classe card. Et à l'intérieur, pour le moment, je vais juste mettre un h1 title. L'image, img. Pour l'instant, on va utiliser https via.placeholder.com/300. C'est juste pour générer une image type wireframe. En attendant, on peut également ici rajouter un paragraphe avec du lorem à l'intérieur. Je ne sais pas si le lorem fonctionne. Si, c'est bon.
Donc si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je me rends au niveau de ma page et je vois que ça m'insère bien ma carte. Alors le truc, c'est qu'à chaque fois, il fait un point inner HTML. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va insérer au premier tour de boucle, il va insérer à l'intérieur de ma div. Au deuxième tour de boucle, il va supprimer ce qu'il y avait précédemment et réinsérer le nouveau contenu. Donc au final, je me retrouve avec qu'un seul contenu. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça vienne les uns à la suite des autres et que ça se mette en dessous à chaque fois. Donc plutôt que de faire de cette manière-là, et ici, c'est pas class name, c'est class tout court. Voilà, donc on a bien nos éléments. Donc on constate que ça se met pas comme on le souhaite. Et d'ailleurs, ici, on voit que ça se met les uns en dessous des autres. Donc à la rigueur, ce qu'on peut en profiter dans le style au niveau de nos cards, on va faire un display flex pour que ça prenne bien la bonne mise en forme. On y reviendra sur la mise en forme, là c'est juste pour l'exemple. Bon, le problème, il est que ici, à chaque fois, on insère, on écrase les anciennes valeurs. Donc on va plutôt se créer une card. On va se créer de toute pièce un élément HTML. Donc document.create element et ce sera donc une div. Cette div, elle aura une classe, donc .className, une classe card. Et à l'intérieur de cette card, .innerHTML, on aura donc ce qu'il y a juste là. Donc je déplace tout ça à l'intérieur. Donc à chaque fois que je vais mapper, à chaque fois que je vais atterrir, que je vais récupérer un item, je vais donc créer une card. Cette card, je vais l'insérer à l'intérieur de mon item qui s'appelle liste card. Donc je ne vais pas faire un point inner HTML puisqu'on l'a vu tout à l'heure, sinon ça va supprimer à chaque fois, ça va écraser. Je vais faire un point append. Donc le point append, je vous renvoie sur la documentation, le point append va permettre de rajouter à la suite. Donc ici, point append, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter ma card. Et donc maintenant, lorsque je me rends sur ma page, je vois que ça se met bien les uns en dessous des autres. Alors par contre, j'ai pas le contenu. Si je l'ai, c'est juste ce qui se passe, c'est que vous avez vu, il y avait déjà des cartes de présente, celles que j'avais mis moi au niveau de mon HTML, et donc il les a rajoutées à la suite. Donc je vois que ça fonctionne bien. Par contre, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'à chaque fois que je fasse une requête sur mon fichier, je vais supprimer les précédentes valeurs pour ajouter les nouvelles. Donc au niveau de mon liste card juste ici, juste après l'avoir sélectionné, je vais faire un point inner HTML et je vais tout simplement le mettre à vide. Ce qui fait que ça va supprimer les anciennes valeurs. Voilà, ça va supprimer les anciennes valeurs que moi j'avais mis pour remplacer par les nouvelles. Bon, là c'est parce que nous on l'a fait manuellement, mais sinon tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de notre index HTML, on va supprimer nos cards qui sont juste là. On n'en a plus besoin. Vous pouvez les laisser si vous le souhaitez, mais nous, dans notre cas, on n'en a plus besoin, on va les laisser. Et quand je atterris sur ma page, je vois que tout fonctionne, je peux même réactualiser si je veux, tout fonctionne bien, on est nickel. Bon, le problème, c'est que là, tout est aligné. Nous, on a fait un display flex sur le parent, donc il a aligné l'image, il a aligné le titre, et le paragraphe. Pas exactement la mise en forme qu'on souhaitait. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir effectivement l'image et à droite du contenu, mais sur la droite, ce contenu ne sera pas aligné, il sera du coup en colonne. Donc on va se rendre sur notre script et donc on va laisser l'image comme ça, on va se créer une nouvelle div ici et on va tout simplement encapsuler le H1 et le paragraphe à l'intérieur de notre div. Ce qui fait que le flexbox va s'appliquer sur l'image qui est déjà en inline, donc à la rigueur ça c'est pas ce qui posait problème, mais ça va surtout aligner notre div qui est juste là, et donc on aura une row sur nos deux enfants. Et quand je me rends sur ma page, j'ai bien mon titre, mon paragraphe qui sont bien positionnés comme je le souhaite avec mon image sur la gauche. On peut en profiter pour mettre un petit peu de padding, puisque là on voit que c'est vraiment collé. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est que ici on va se rajouter une classe. Cette classe, on va l'appeler card content et on va venir sélectionner cette classe. Cette classe au niveau de notre CSS, on va la mettre juste en dessous de notre card. Voilà, card content. Et ici, on va mettre un padding. Alors, je sais pas, je vais mettre 10 pixels en attendant. On va voir ce que ça donne. Et quand je me rends sur ma card, je vois que j'ai bien mon petit padding. C'est parfait. On va maintenant s'occuper d'afficher les datas, puisque là pour le moment, on a juste affiché des fausses données du lorem. On aimerait bien afficher les vraies datas qu'on a récupérées via le JSON. Donc on voit que si on regarde dans notre console.log, notre JSON qui est juste là, les informations qu'on a récupérées via le fichier, à l'intérieur de chaque objet, on a un identifiant, on a
une image SRC, etc., etc. Donc ça pourrait être des informations qu'on récupère via une API, par exemple. Donc là, c'est juste que c'est un fichier, mais on pourrait tout à fait faire le parallèle. Et donc chaque élément qui sont ici, ce sont ce qu'on appelle des clés. Donc chaque objet JSON est composé d'une ou de plusieurs clés, et chaque clé contient une valeur. Par exemple, je vois que ici j'ai l'adresse, j'ai city qui contient la ville, etc., etc. Bon là, c'est que des monuments qui concernent Bordeaux. Moi, ce que je veux, c'est récupérer le titre, l'image, la source de l'image, et la description. On va se rendre au niveau de notre code, dans notre script .js, et les éléments qui vont être dynamiques, on va les remplacer ici, par exemple le title. Donc on va faire un $entre accolade et fermeture d'accolade. Et donc là, je vais sélectionner mon objet qui s'appelle item, puisque c'est lui qui contient mon objet, et je vais sélectionner le title. Donc pour aller sélectionner une clé, je fais un point et ensuite le nom de ma clé. Donc moi c'est .title, on l'avait vu tout à l'heure, et quand j'enregistre, je vais donc avoir ici à chaque fois le bon titre qui s'affiche. Donc là je vous invite, c'est à vous de jouer, à mettre les bonnes informations et à manipuler JSON. Donc ça va être à vous de pratiquer. Vous allez donc mettre la bonne image, la bonne description. Je vous invite également en dessous du titre, on ne l'a pas encore fait, mais à mettre l'adresse avec un simple span par exemple, avec ce que vous voulez. Vous pouvez adapter et vous approprier la mise en forme pour indiquer l'adresse, puisque si on regarde notre objet JSON, on a ici la ville, l'adresse, on a d'autres informations comme la latitude, la longitude, bon ça ce sera pour positionner nos marqueurs, et on a également le code postal. Donc ces informations-là, l'adresse, la ville et le code postal, je vous invite à les rajouter et à les afficher. Je vous invite également à afficher la source de l'image juste à gauche et la description pour le remplacer par le lorem qu'on a mis nous à titre d'exemple. Concernant l'image, c'est peut-être la partie la plus complexe, on va dire, c'est juste là, donc vous avez votre image. N'oubliez pas, ce qu'il faut remplacer, c'est pas toute la balise, c'est uniquement le SRC. Donc je vous invite à tester par vous-même ce que je viens de vous dire. Vous mettez en pause la vidéo et ensuite on reprend ensemble. Donc c'est parti, on va mettre en place les différentes variables dont on avait parlé tout à l'heure. Donc ici pour notre description, je vais donc remplacer par la valeur que j'ai récupérée via mon objet JSON. Je vais donc ici mettre mes accolades. C'est donc stocké dans mon item et je vais accéder à la clé qui s'appelle description. Très bien. On va voir si ça fonctionne. Je me rends sur mon code et je vois que j'ai bien mes descriptions qui s'affichent. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on avait dit et ce qu'on s'était fixé comme objectif, c'était également de mettre en place, au niveau en dessous du titre, de mettre en place l'adresse, d'afficher l'adresse. Donc on va se faire un span. Et donc je vais ici afficher l'adresse. Donc c'est dans item.adresse. Alors faites attention, du coup c'est en anglais. Donc avec 2D et 2S. Je vais ensuite afficher, alors je ne vais pas m'embêter, je vais copier, voilà. Je vais donc ensuite afficher également la ville, city, et on va donc ensuite avoir le code postal. Postal code. On peut en profiter quand même pour mettre des virgules, voilà. Et donc j'ai bien mes informations avec le titre, l'adresse. On pourrait même, pourquoi pas, mettre un petit icône pour indiquer l'adresse, on va le voir après. Et on a également la description. Donc pour afficher le petit icône, un petit marqueur, un petit icône de marqueur juste sur la gauche là, moi ce que je vous recommande c'est d'utiliser Font Awesome. Donc Font Awesome c'est une fonte de police qui permet d'afficher des petits icônes très rapidement. Je vous mets le lien dans la description. Alors là, il va vous demander, pour obtenir, donc pour l'inclure dans notre projet, il va falloir utiliser un CDN, en tout cas si on fait du Vanilla.js, donc il va vous demander de renseigner votre mail, etc. On va faire plus simple, on va aller sur Font Awesome
CDN. Donc vous tapez ça sur Google, CDN.js même, vous pouvez mettre, voilà. Donc ça va vous emmener sur le site CDN.js qui propose plein de CDN. Et donc ici on a bien les CDN de Fontosum, donc c'est parfait. On va prendre le all.min.css, je copie le lien, je me rends sur mon index. Et juste avant mon style CSS, je vais me mettre juste là, je vais faire un nouveau link et je vais positionner mon CDN juste là. Maintenant que c'est importé, je vais donc pouvoir afficher mes icônes. Donc là, pour afficher des icônes, je vais me rendre sur la partie icônes de Fontosum et on va chercher un icône. Donc il y en a plein. Et ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est un marqueur. Donc je vais taper marqueur et je vois que j'ai un marqueur ici. Alors faites attention, il y a des versions pro qui sont présents et qui, faut tout simplement payer pour y accéder. Nous, on va prendre celle-là. Bon, en version gratuite, vous avez quand même une bonne famille d'icônes, donc ça convient largement. Si l'icône vous intéresse, vous avez juste à copier le lien qui est juste au-dessus. Vous avez, enfin, c'est pas le lien, mais la balise. Vous cliquez dessus, ça vous la copie. Je me rends sur mon script.js et on va se le mettre juste avant, là, dans le span. On va se le mettre juste avant item.address. On n'a qu'à revenir même à la ligne pour y voir plus clair si vous le souhaitez. Comme ça, on a une concaténation qui est un peu plus clair. Et on va mettre notre icône juste là. Donc c'est un icône qui va apparaître sous forme de... Ça va pas être sous forme d'image, mais ça va être mis en forme avec du CSS. Et donc là, quand je me rends sur ma page, j'ai bien à chaque fois mon petit icône. Donc c'est parfait, on pourra ajuster la mise en forme, la couleur, etc. Mais en tout cas, là, il est présent sur ma page et ça me convient très bien pour le moment. Il nous reste encore un élément à intégrer dont on avait parlé, c'était du coup l'image. Donc je vais me rendre sur mon code, je vais supprimer cet appel API du coup via .placeholder qui d'ailleurs je vous recommande, qui est très bien pour mettre des fausses images type wireframe en attendant. Je vais la supprimer et moi ce que je veux c'est remplacer par une valeur que j'ai récupérée via mon JSON. Donc c'est le même mécanisme. Je vais me rendre dans ma variable item et ici je vais aller sélectionner la clé qui stocke le lien de mon image. Donc elle s'appelle image src. Donc item.image.src. Et maintenant, lorsque je me rends sur mon application, je vois que j'ai bien les images qui s'affichent. Alors bien sûr, il reste encore à mettre en forme, mais en tout cas, elles sont bien présentes. Bon là, bien sûr, nos images sont pas du tout mises en forme. Donc on va se rendre sur notre code. Là, c'était pour l'exemple, mais on va pas faire comme ça. L'idée serait que toutes les images aient la même taille, pour éviter tout problème. Donc à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est créer une div qui aura la classe img card. Donc là, moi, je suis avec une extension pour le JSX, donc c'est pour ça que ça me met class name, mais c'est bien classe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonctionnalité du background image pour mettre notre image et on va dimensionner notre container pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc ici, on va se faire un style et à l'intérieur, on va donc se mettre un background image est égal, et c'est ici qu'on va faire appel à notre image src. Donc il ne faudra pas oublier de mettre URL entre parenthèses pour que ça fonctionne. Je supprime mon ancienne image, je vais devoir sélectionner img src, je vais me rendre sur mon style CSS, on va se rendre juste en dessous ici, je vais sélectionner ma classe. Et donc là, on va mettre un width. Alors, on va mettre un width, je ne sais pas de combien. On va mettre par exemple 300 pixels. Et en height, je vais mettre 300 pixels en attendant. On va voir ce que ça donne. On va se rendre sur notre application. Donc là, je vois que ça ne fonctionne pas. Effectivement, c'est normal puisque ici, j'ai mis égal au lieu de 2 points. Donc on voit que nos images au niveau des proportions, elles n'ont pas tous la même taille. On va se rendre au niveau de notre style CSS et on va se rendre sur nos cards. Ici on a appliqué un flexbox, donc c'est normal que ça ait ce comportement-là. On va lui appliquer un flex wrap en mode wrap pour que ça prenne en compte des dimensions qu'on renseigne nous au niveau de notre code. Ensuite, pour gérer les proportions, ce qu'on va faire, c'est que on va venir sélectionner notre card content. On va lui appliquer un flex de, on va mettre 2 pour le moment. Et sur l'image card, on va enlever le width et on va mettre un flex également.
et on va les mettre à 1. Ok, donc j'enregistre, je me rends sur mon application. Je vois que ici, j'ai bien le flex qui s'est bien appliqué. Donc la valeur flex, c'est la valeur que je vais modifier pour changer la taille. Ici, si je mets plus, on voit que ça prend plus de proportions. Enfin, c'est une histoire de proportion. Et donc, on va avoir notre image qui va s'adapter. Bon, nous, on va le laisser comme ça à 1. Et on va rajouter des margins entre chacune de nos cartes, parce que là, elles sont toutes collées entre elles. Donc, on va rajouter des margins, mais uniquement en haut et en bas. Donc, on va prendre nos cartes. Donc, je vais le faire en live avec l'inspecteur d'éléments. Je vais sélectionner une carte au hasard. Et en prenant ma carte, je vais lui appliquer ici un margin. Donc, je pourrais faire un margin top et un margin bottom. Sinon, ce que je peux faire, c'est si je mets deux valeurs, donc là, si je vois, par exemple, je vais mettre 50. Si je mets 0,50 pixels, ça me met des marges uniquement à gauche et à droite. Moi, ce que je veux, c'est en haut et en bas. Donc, je vais mettre 50 pixels espace 0. Et là, ça va me mettre en haut et en bas uniquement. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ici, on va faire un margin. Je vais mettre 10 pixels espace 0. Je vais supprimer également les backgrounds qu'on avait jusqu'à maintenant, qui ne servent plus à rien. J'enregistre. Je me rends sur ma page et je vois que j'ai bien ici les marges qui s'appliquent. On va passer maintenant à la partie map. On va rajouter des marqueurs pour chaque item. Et donc pour ça, on va utiliser les marqueurs. Donc si je me rends sur la documentation de Mapbox, je tape Mapbox marqueur. Il y a tout un tas de documentation qui existe. Et on a la possibilité de rajouter des marqueurs. Donc c'est des petits points qui vont indiquer une position sur notre map. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il nous faut des coordonnées GPS. Donc ces coordonnées GPS sont disponibles dans notre objet JSON. On a à l'intérieur de notre objet JSON des positions latitude, longitude. Donc c'est parfait. Avant de positionner nos différents marqueurs, on va centrer notre map. Puisque là, pour le moment, notre map, elle n'est centrée nulle part. Et elle affiche directement ici un continent entier. Donc on va centrer notre map sur une position, il faut les longitudes et latitudes, et nous on va le centrer sur Bordeaux. Donc après vous pouvez le centrer sur ce que vous voulez, sauf si vous utilisez mon objet, enfin mon fichier JSON, je vous recommande de faire de même. Alors pour obtenir des coordonnées GPS, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site coordonnées-gps.fr, voilà, et donc là il faut activer la géolocalisation, etc. Et vous pouvez ensuite mettre une ville, ça vous renvoie les coordonnées GPS. Bon, moi je laissais juste là, donc je vais ici les ajouter, et ensuite je vais mettre un zoom pour qu'on puisse zoomer un petit peu plus sur la ville en question. Donc moi je vais le mettre à 13. J'enregistre, je me rends sur la map, j'actualise et je suis bien centré sur Bordeaux. On va ensuite rajouter nos marqueurs. Donc pour rajouter nos marqueurs à chaque item que l'on a dans notre objet JSON, on va ici se mettre à l'intérieur de notre boucle, puisque c'est ici qu'on parcourt chacun des items, et on va instancier un nouvel objet, un nouveau marqueur. Donc pour ça, on va prendre à chaque fois notre map et on va faire un mapboxgl.marqueur. Donc on va instancier un marqueur. Ce marqueur va contenir un paramètre qui va contenir un objet. Cet objet va contenir une couleur. Donc ici, je vais mettre une couleur par défaut RGB. Donc ce sera tout simplement du noir avec une opacité à 0,4. Et on va ensuite lui assigner des coordonnées. Donc set LNG. Et donc ça va être les coordonnées qu'on va récupérer via notre item. Donc ici ça va être .lng et donc item.lat. On va finir par le rajouter à notre map, puisqu'on peut avoir plusieurs maps. Donc là, on va lui préciser la map sur laquelle on souhaite rajouter. Et donc, c'est notre variable qui est juste au-dessus, qui contient notre instanciation de map. On enregistre, on se rend sur notre application et on voit qu'on a bien nos marqueurs qui sont présents. Alors, le truc, c'est que nous, on aimerait bien, ici, lorsqu'on fait un hover sur un des items, on aimerait bien, sur la droite, mettre une interaction avec le marqueur qui est concerné. Donc pour ça, on va se rendre au niveau, donc à l'intérieur de notre map. On va ici venir écouter les événements, puisque c'est un hover sur la carte, sur la carte qu'on a générée à chaque fois, donc c'est lorsqu'on fait un hover sur la carte. Donc on va prendre notre carte,
et on va faire un add event listener et on va écouter l'événement lorsque la souris entre à l'intérieur de cet item. Donc ici, ça va être mouse enter. Donc lorsqu'il y a un mouse enter, on va exécuter une fonction. Et pour l'instant, on va juste faire un console.log de item.title. Donc à chaque fois qu'on va faire un mouse enter dans un des items, ça va nous ressortir le titre. On va tester, on va se rendre sur notre site, on va ici afficher la console. Et donc là, par exemple, si je fais un mouse enter sur Palais Galien, je vois que ça m'affiche Palais Galien. Lorsque je fais un mouse enter sur Porte d'Aquitaine, ça m'affiche bien Porte d'Aquitaine dans ma console, etc., etc. Donc j'arrive à bien détecter lorsque je rentre ma souris à l'intérieur d'une carte. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que lorsque j'ai détecté cet événement, je veux changer l'opacité de mon marqueur. Donc, j'ai pas trouvé le moyen d'interagir uniquement sur la couleur. Je ne pense pas que ce soit possible. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez comment faire. Donc, on va appliquer une autre technique, un petit peu plus bourrin, mais c'est pas grave. On va tout simplement recréer un nouveau marqueur. Et on va ici lui attribuer une opacité à 1. Donc il va passer par-dessus l'autre. Et ça va donc par défaut lui mettre une opacité supérieure. Alors on va tester, on va se rendre sur notre map, je réactualise, je mets mon curseur sur Croissant Projet et je vois que ça m'affiche bien mon marqueur avec une opacité supérieure. Si je me mets sur Porte de Bourgogne, également. Alors le souci, c'est que vous avez vu que le précédent reste en opacifié. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je vais faire un hover sur chacun des items, et ben, ça va me le faire pour tous. Donc ça sauvegarde l'état de mes marqueurs. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je veux effectivement que ça me l'opacifie, mais une fois que je sors de ma carte, lorsque je rentre dans ma carte, je vais rajouter mon marqueur, mais lorsque je sors de la carte, je vais donc supprimer mon marqueur. Donc ici, on va venir prendre notre carte, on va faire un add event listener, on va détecter lorsqu'il y a un mouse leave, et ici on va exécuter une fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement récupérer le marqueur qui a été généré précédemment. Donc cet événement, on va l'écouter juste après la génération du marqueur. Ce marqueur, on va le stocker ici, const marqueur over par exemple. D'accord. Et donc lorsqu'il y a un mouse leave, on va prendre notre marqueur et on va faire un point remove. Je me rends sur mon application, je fais donc un over sur le Palais Galien. Ça m'a donc bien ici mis mon marqueur avec l'opacité. Je retourne sur la grosse cloche et donc ça m'a bien supprimé mon précédent marqueur. Et donc là, ça fonctionne pour tout le monde. Donc dernier élément sur lequel on va intervenir, ça va être la fameuse barre là qui nous suit au moment où on interagit avec les différents items, qui va nous suivre tout au long de notre scroll. On va donc se rendre sur notre code. On va d'abord générer cet élément au niveau de notre HTML. On va le créer juste là. On va l'appeler cursor item avec un identifiant. Et pour l'instant, il sera vide. On va prendre cet identifiant-là, on va se rendre dans notre style.css. On va venir sélectionner notre élément cursor item. On va lui appliquer un position absolute, un left à 50%. On l'aurait pu également l'initialiser avec du JS, mais je préfère le faire avec du CSS. Peut-être que ce sera modifié pour l'instant. On va mettre des valeurs pour la height et la width. Et donc là, je vais mettre 5 pixels. On va lui mettre un background color ici en noir. Je vais également lui mettre un Z-index pour qu'il passe au-dessus. Et on va lui mettre une transition pour les animations. Si je me rends sur mon code, je vois que j'ai bien la barre qui est présente. Maintenant, ce que je veux, c'est que cette barre, elle suive ma souris, elle suive mes différents items. On va donc pour ça se rendre dans notre script. Au niveau du mouse enter, puisque c'est à ce moment-là qu'on va interagir avec, je vais en profiter pour supprimer mon console.log. Je ferai le tri ensuite. Par exemple, là j'en ai un autre, je vais l'enlever également. Voilà. Donc pour mon mouse enter, je vais venir sélectionner ici let, donc cursor item. C'est égal à document.getElement by id et donc ça s'appelle cursor item. Quand vous codez comme ça, veillez toujours
à vérifier si vous sélectionnez bien le bon élément. Ici, je fais mon Move Center, je vois que ça me renvoie bien mon élément. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça fonctionne. Je supprime ça. Et donc là, le but, ça va être d'intervenir au niveau du CSS, d'intervenir sur la hauteur, hein, puisque ça va dépendre de la hauteur de la carte, bien que là, toutes les cartes sont à la même hauteur, si je ne me trompe pas, donc ça n'aura pas de très grande importance. Et également sur le top, puisque pour le moment, le top est fixe, et il reste toujours positionné au même endroit. Donc on va ici se rendre sur notre script, et on va faire un curseur item.style.transform. Et on va donc ici effectuer une translation. Donc on va utiliser la fonction translate sur l'axe Y. Et donc la valeur que nous allons mettre, ça va être la valeur de la carte sur laquelle on se trouve. Donc plutôt que de mettre card quelque chose, je vais tout simplement sélectionner 10 puisque j'ai accès au contexte, étant donné que je me trouve dans ma carte et que j'ai utilisé une fonction classique, donc j'ai bien accès au contexte. Et ensuite, je veux ici avoir la valeur du top de ma carte. Et on n'oublie pas de rajouter également l'unité pour que ça fonctionne. Et donc maintenant, lorsque je passe ma souris sur chacun des éléments, je vois que j'ai bien le scroll qui se met en place. Si on aurait des tailles de cartes différentes, à la limite ce qu'on peut faire, c'est prendre notre curseur item et sur le style.height, on va prendre notre card et on va aller chercher son height. Et donc pareil, on va ici concaténer avec l'unité. Et donc maintenant j'ai bien mon curseur qui va s'adapter en fonction de là où je scroll et qui va me suivre, ainsi que le marqueur qui va s'adapter. Donc c'est terminé pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à améliorer cette application comme d'habitude pour progresser et pour aller plus loin. Donc on pourrait imaginer par exemple un système de vote avec un bouton et une petite barre de progression. Et lorsqu'on clique sur l'un des boutons, on va pouvoir du coup voter pour tel ou tel item. Et on pourrait imaginer à chaque fois voter pour un autre item. Et si on a déjà voté, ça va nous indiquer qu'on a déjà voté et on peut pourquoi pas remplacer le vote. À très vite, ciao tout le monde.